Bonsoir, ça va bien? Oui? Donc, les compétences clés de la littératie numérique. Ça va bien? Ah, on est parti pour vrai, je pense. Le plan pour les prochaines... j'ai marqué 45-60 minutes. J'ai aucune idée comment ça va prendre de temps. Je l'ai fait, mais je ne l'ai jamais donné la conférence. Donc, on verra. Ce que je vous propose, c'est plus une discussion qu'une conférence ou une présentation proprement dit. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il y a une diapo qui vous fait réagir, si mon propos n'est pas clair, si mon accent nuit à votre compréhension, si je parle trop vite, vous levez la main ou vous parlez fort, puis on va s'ajuster, puis on va régler ça ensemble. Ça va? Donc, je vais commencer par me présenter. Je vais vous proposer une définition courte, mais assez bonne tout de même de qu'est-ce que c'est la littératie numérique. Je vais nous mettre en contexte pourquoi on étudie la littératie numérique ou pourquoi on devrait s'y intéresser. Je vais vous faire une première série, je vais vous présenter deux conclusions vraiment évidentes. Ensuite, je vais vous proposer quelque chose à partir de ces conclusions-là. J'ai des exemples qui vont avec ma proposition, des exemples que j'ai tirés des projets de recherche auxquels j'ai participé au cours des dernières années. Je vais souligner une question très, très importante qui, selon moi, découle de ce que j'ai vu dans mes recherches pour vous faire une dernière proposition sur laquelle on pourra discuter si jamais vous n'avez pas encore parlé depuis le début. Donc, d'abord, les présentations. Je m'appelle Patrick, je suis professeur agrégé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Effectivement, quand vous êtes rendu à Québec, qui commence à continuer vers le nord, il va y avoir 250 km de forêt. Puis après ça, c'est Chicoutimi. Puis après ça, c'est ça. Il y a du bois, puis de la toundra. Fait que c'est pas mal ça. C'est assez exact. Je suis responsable des cours en technologie éducative. J'enseigne à des futurs enseignants en enseignement préscolaire, primaire, secondaire et en formation professionnelle. Dans les petites universités, souvent, les professeurs, ils ont des mandats assez larges. Je suis chercheur au CRIFPE. Le CRIFPE, c'est un centre de recherche interuniversitaire sur la profession enseignante. C'est l'un des plus grands centres de recherche sur l'éducation au Canada. Il y en a peut-être, ceux qui font de la recherche un peu ici connaissent peut-être le colloque. Il y a un colloque international à chaque année en mai qui regroupe environ 1400 chercheurs là, à bon an, mal an. C'est à peu près ça que ça regroupe le colloque. On est une centaine de chercheurs. Il y a plus de 600 étudiants gradués associés au CRIFPE. Donc, c'est un gros centre de recherche. Je suis aussi chercheur au GRIPTIC. Le GRIPTIC, c'est un groupe de recherche interuniversitaire spécifiquement sur les technologies qui regroupe 16, maintenant je pense que c'est 17 chercheurs en technologie éducative au Québec. On est regroupé autour de Thierry Karsenty, qui est le leader du groupe, qui est la chaire de recherche du Canada en technologie éducative. Et puis, pas mal toutes les universités québécoises sont représentées au GRIPTIC. En fait, pas mal tous les chercheurs en technologie éducative du Québec sont au GRIPTIC. Puis, je suis responsable du laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l'UQAC. C'est un laboratoire que j'ai formé avec 4 collègues qui s'intéressent aux technologies éducatives, mais c'est pas leur spécialité. Ça nous permet de conduire des projets qui sont très variés. Puis de s'intéresser à la littératie numérique dans plusieurs domaines, dont la formation professionnelle, l'enseignement au préscolaire, au primaire, au secondaire et même en orthopédagogie. J'aimerais savoir à qui je m'adresse. C'est plus facile de jaser après puis de parler. Est-ce qu'il y a des enseignants ou des formateurs dans le groupe? La majorité. Des conseillers pédagogiques? Aussi, il y en a qui ont 2 chapeaux. Des gestionnaires ou des administrateurs? D'institutions? De programmes, d'institutions? OK. Et là, il y en a qui n'ont pas levé la main. Étudiants? Non? Chercheurs? OK. Donc, professeur à l'université ici? Non, Chercheur ici? OK. Donc, vous avez le chapeau uniquement chercheur, pas enseignant. Puis, il y en a d'autres qui sont formateurs, enseignants, mais ça me va. De quoi on parle lorsqu'on parle de littératie numérique?
en très, très simple, mais quand même assez précis, on parle de tous les savoirs, les compétences qui permettent d'utiliser les technologies, je vais dire intelligemment. Donc, de façon éthique, de façon responsable, respectueuse des autres. Ces savoirs-là qui permettent, ces savoirs et ces compétences-là qui permettent d'être efficaces puis d'être productif avec les technologies dans le respect des autres, donc, puis dans le respect de la loi aussi. Ça, c'est assez important. Pourquoi on s'intéresse à ces compétences-là? C'est assez simple. Je pense qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Il suffit de regarder à quel point les technologies, au fil des dernières années, ont changé notre vie, ont changé notre espace de travail, par exemple, ici. Les technologies agissent comme un catalyseur en chimie. Un élément, un ingrédient que tu mets dans une réaction chimique puis qui va l'accélérer ou qui va carrément la provoquer. Dans notre société, c'est un peu l'impact que les technologies ont eu. Partout où on met de la technologie, ça se met à changer et ça se met à changer très, très vite. Donc, que ce soit au bureau ou à l'école ou dans votre vie familiale, probablement que dès qu'il y a une technologie qui rentre, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui changent. Les comportements, les manières de faire, ça a toujours un impact. On vit une période où le changement technologique est très, très, très rapide, puis ça s'accélère. Je vais utiliser des graphiques qui ne sont pas de moi, sont de Kurzweil. Ce n'est pas une recherche, c'est un essai, mais c'est quand même assez intéressant. Les données qu'ils présentent sont véridiques, ils ont été vérifiées, et ça montre bien la vitesse à laquelle ça change. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre d'années que ça a pris pour qu'une technologie soit adoptée par le quart de la population américaine. Donc, on voit le téléphone, 20, 30, on est à peu près à 35 ans pour que le quart de la population américaine adopte le téléphone. La radio, à peu près 30 ans. La télévision, un peu moins de 30 ans. Le PC, on est rendu à 20 ans. Le téléphone mobile, on est rendu une quinzaine d'années. Le web, 6 ans. Puis les technologies comme ça, il en sort. La tablette, par exemple, ben nous, au Canada, ça a été l'histoire de 2 ans, puis 2 ans et demi, puis c'était plus de 50% de la population qui avait adopté la tablette. Donc, les technologies, de plus en plus, sont adoptées rapidement, puis de plus en plus présentes dans notre vie. Ici, ce que vous voyez, c'est les petits points rouges, c'est des processeurs ou des ordinateurs qui ont été mis sur le marché. Bon, ils commencent dans les années 1900 avec les calculatrices ou avec des règles à calculer. Puis, ils se dirigent tranquillement vers les ordinateurs les plus récents. Puis, la courbe illustre, la courbe est en millions de calculs par seconde. Okay? Donc, on voit qu'en bas, on est en 1 sur 1 million de MIPS. Donc, plus on monte, plus on est haut. Le 1 ici, que vous voyez, bien ça serait 1 million de calculs par seconde. Puis, on continue de monter. Puis, c'est en millions de calculs, en MIPS, pour un ordinateur d'une valeur de 1000 $ en dollars de 1998. Puis, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de voir à quel point la capacité de calcul a beaucoup, beaucoup augmenté. Vous voyez 4 lignes vertes. La première, c'était la tendance en 1965. Celle-ci. La deuxième, c'est la tendance selon les données de 1975, 85, 95. Le développement informatique, le développement des technologies en général continue de s'accélérer. On voit que la tendance, c'est pas au ralentissement, c'est vraiment, on continue de s'accélérer. Puis ce qui est phénoménal, c'est de regarder complètement à droite. Vous voyez, pour nous donner une idée, c'est quoi 1 million de calculs par seconde? Bien, on dit que le cerveau ou le système nerveux d'une bactérie serait à peu près capable de 10 000, 1 millième, donc 10 000 calculs par seconde. Puis vous voyez que la courbe actuellement, si on suit les tendances de 1995, autour de 2020, on devrait être capable d'avoir un ordinateur à 1000 $ en dollars de 1998, capable d'autant de calculs que le cerveau humain. Plus encore, si on pousse plus loin les chiffres,
On devrait voir avant 2050 un ordinateur capable de plus de calculs par seconde que la totalité de l'humanité. Donc, grosso modo, les technologies, ça s'accélère le développement, ça ne ralentit pas. Ça prend de plus en plus de place dans nos vies. Puis chaque fois que ça vient dans nos vies, quand ça arrive dans nos vies, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, ça change des choses. Pensez, moi, le dernier bouleversement que j'ai vu, c'est la tablette. J'étais chercheur à ce moment-là, j'avais commencé ma carrière, j'ai pu le suivre du début à la fin. Puis on a vu plein de petits changements dans l'école. Ça allait de la gestion de classe à la gestion, les méthodes pédagogiques, tout y a passé. Une autre manière d'illustrer le changement, pour vous donner une idée à quel point ça change vite, sur l'image, ce que vous voyez, c'est toutes les principales connexions du réseau Internet en 2003. Plus c'est dense, les couleurs sont associées à des pays, je vais vous les montrer, je vais vous les définir un peu plus loin, mais plus c'est dense, ça veut dire que plus il y a de connexions. Ça, c'est Internet en 2010. C'est beaucoup, beaucoup plus dense. En 2010, l'artiste avait choisi, parce que ça a été fait par un artiste pour un musée, avait choisi de illustrer, plus les couleurs étaient chaudes, plus ça voulait dire que les connexions étaient importantes. Puis, ce que vous voyez là, c'est la connexion, le nombre de connexions sur Internet en 2015. Donc, en bleu, tout ce qui est bleu, c'est l'Amérique du Nord. Vert, c'est l'Europe. Le violet, ça va être l'Amérique latine. Le rose, l'Asie-Pacifique. Puis, orange, les petits points d'orange en haut et en bas à droite, ça, c'est l'Afrique. Le réseau, il suit une progression logarithmique, il se développe à une vitesse complètement folle. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce développement-là, il n'est pas planifié, il n'est pas organisé, il n'est pas structuré. Ça se développe un peu n'importe comment. De tout ça, je pense qu'on peut déjà tirer quelques conclusions assez évidentes. Ça va vite, mon affaire. D'abord, les TIC occupent beaucoup de place. Puis là, j'aurais pu vous donner des stats, par exemple. Je connais bien les stats au Québec. Je ne connaissais pas les stats ici en Europe, mais j'aurais pu vous parler des jeunes Québécois, par exemple, parce que maintenant, on sait que 99% des jeunes Québécois ont accès à un ordinateur, à Internet. On sait que 80% des jeunes Québécois, au milieu de secondaire, ont déjà un téléphone cellulaire et c'est leur principale connexion à Internet. Donc, ça veut dire qu'ils sont mobiles. Puis de ça, j'aurais pu vous parler de tout ce que ça change dans leur vie au quotidien. J'aurais pu vous parler des mêmes statistiques, mais pour les personnes âgées, au troisième âge au Canada, la plupart sont déjà, le taux de connexion augmente. On est rendu à plus de 60, des fois 70% selon les régions. Grosso modo, les TIC occupent de plus en plus de place. Puis la vitesse, ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle ça se développe. Ça ne ralentit pas. S'il y a des aspects de notre vie dans lesquels il n'y a pas encore de techno, ça risque d'arriver dans les prochaines années. Puis juste ça, ça justifie qu'on s'y intéresse. Parce que les technologies sont très présentes, puis nous, il faut qu'on les utilise. Il faut savoir bien les utiliser. Encore plus si on est en éducation. C'est comme moi, à quelque part, je pense que tout le monde ici évolue dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, on a un peu la responsabilité d'être le reflet de la société. On a un peu une responsabilité de former les gens en fonction de ce qui se passe autour de nous. Les technologies sont tellement présentes qu'on peut difficilement les ignorer. Okay? Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui dire, imaginez une école sans technologie puis penser qu'on répond aux besoins de la société. Je pense qu'on passe à côté. Les jeunes, quand ils vont sortir de votre école, s'il n'y a absolument pas de technologie, ils ne seront pas prêts à travailler, ils ne seront pas prêts à vivre dans la société, ils ne seront pas prêts à être un atout pour cette société-là, parce qu'on vote, on s'informe, on travaille avec les technologies, tous les aspects de notre vie sont touchés par les technos. Pensez seulement qu'un jeune aujourd'hui, moi je travaille surtout avec des plus jeunes, pensez seulement qu'un jeune qui va naître aujourd'hui, la plupart des jeunes qui vont naître aujourd'hui sont déjà présents sur les réseaux sociaux et sur Internet avant même de naître. Papa, maman en ont parlé, ils ont mis des photos de l'échographie, ils ont déjà mis des photos de leur chambre, puis montré où ils vont rester, puis on sait déjà qu'est-ce qu'ils vont porter, puis ils ne sont même pas encore au monde. Il y en a même qui ont des comptes sur les réseaux sociaux à eux avant de naître. C'est fréquent. Donc, ça va être dans leur vie, là, même si on
on ne veut pas, ça va arriver. Puis tout au long de leur vie va être informatisée. Sur les réseaux sociaux, oui, mais moi, comme Québécois, mon compte d'hydroélectricité est public sur Internet, mes taxes sont publiques sur Internet. Le gouvernement met plein d'informations à mon sujet rend ça disponible en ligne. J'ai un blog, j'ai un site web. On est les technologies, il y a beaucoup d'informations à notre sujet, puis on les utilise, puis même si moi je ne les utilisais pas, les gens autour de moi les utilisent, puis ils parlent de moi. Donc, à quelque part, c'est important qu'on apprenne à les manipuler, qu'on apprenne à les utiliser, puis qu'on sache comment ça fonctionne, puis qu'on le comprenne. Face à ça, moi, je vous fais une proposition. Selon moi, il y a 2 types de savoir ou de compétences associés à la littératie numérique. Et il y en a un qui est clairement plus important que l'autre. Le premier type, c'est toutes les compétences et les savoirs techniques. Comment enregistrer un document, comment envoyer un courriel, comment créer un lien dans l'historique de mon navigateur, pas dans l'historique, dans les bookmarks, les signets en français de mon navigateur. Comment enregistrer une image, comment la prendre en format JPEG puis la transformer en format PNG. Ça, c'est des savoirs techniques. C'est le premier ensemble de savoirs qu'on a tous besoin d'avoir pour être capable de manipuler les technologies. Il y en a un deuxième, c'est les compétences et les savoirs qui sont plus fondamentaux. C'est plus gros que les technologies. Ces savoirs-là et ces compétences-là, ils dépassent les technologies beaucoup, mais dès qu'on utilise les technologies, ils deviennent importants. Je vous donne des exemples. Au cours des 6-7 dernières années, moi et mon équipe, on a accompagné une école secondaire qui intègre la tablette. L'intégration de la tablette numérique au secondaire, ça a commencé quelques mois à peine après l'annonce du iPad par Steve Jobs. Ça a été très, très rapide. La reconnaissance du potentiel pédagogique chez nous, ou l'intérêt pour le potentiel pédagogique a été très, très, très rapide. Puis l'intégration a commencé rapidement, puis depuis, ça a été progressif. Il y a encore des écoles où il n'y a pas de tablette, mais je vous dirais que ce n'est pas la majorité. Puis les écoles continuent. Encore en juin, il y a eu un investissement massif dans le cadre du plan d'action numérique du Canada. Puis il y a 50% des commandes, c'était des tablettes pour en avoir plus dans les écoles, ou des ordinateurs portables, ou des Chromebooks. Donc les appareils mobiles, mais la tablette en tête, sont très, très présents au Québec, dans les écoles. Je pense que dans toutes les écoles des commissions scolaires qui sont autour de mon université, dans chaque école, il y a au moins un chariot pour tablettes avec 25-30 tablettes que les enseignants peuvent se distribuer. Puis la plupart des écoles en ont commandé un deuxième, voire un troisième. La configuration, ça se passe, il faut savoir qu'au Québec, je ne sais pas si vous êtes familier avec notre système scolaire, mais on a 2 systèmes en parallèle, un genre de dragon à 2 têtes. On a un système privé, puis on a un système public. Le système public est entièrement financé par l'État. Le système privé, ça dépend. Ça dépend à quel point ils sont raccrochés au programme de formation de l'École québécoise, au programme du ministère. Il y a des écoles privées qui sont financées à 60%, d'autres qui ne sont pas du tout financées. Ça dépend toujours des programmes qu'ils mettent en place, des avantages qu'ils offrent, etc. Donc, ça s'est fait assez rapidement dans le réseau public, mais dans le réseau privé, ça a été très rapide. Nous, on travaille avec une école privée. Donc, vous comprendrez que dès 2012, à la rentrée 2012, nous, on commençait le projet tablette. Puis juste pour vous dire, la configuration des projets, là, ça varie à l'infini. D'une école à l'autre, c'est jamais pareil au Québec. Il y a des écoles, l'école avec laquelle nous, on travaille, c'est un étudiant, une tablette. Puis les étudiants sont propriétaires de leur tablette. Il y a des écoles qui ont choisi 1 pour 1, mais c'est l'école qui est propriétaire puis qui prête la tablette. Il y a des écoles qui ont fait des chariots mobiles, puis les enseignants doivent les réserver, puis ils se déplacent dans l'école. Il y en a d'autres qui ont choisi de faire des projets spéciaux. Chaque année, c'est les étudiants en anglais intensif qui ont les tablettes dans cette école-là. Donc, ça varie à l'infini selon les écoles, c'est jamais pareil. Donc, nous, on accompagne une école privée qui a un projet 1 pour 1 où les étudiants sont propriétaires, qui a fait une intégration progressive. En septembre 2012, 2 classes. En septembre 2013, 11 classes. Et puis, en septembre 2014, la totalité de l'école.
L'intégration de la tablette par les enseignants dans cette école-là, elle est obligatoire, mais ils ont quand même énormément de liberté. Donc, ils font un peu comme ils pensent. Chaque enseignant, il va à sa vitesse. Et puis, je ne l'ai pas dit tantôt, mais à l'Université du Québec à Chicoutimi, en éducation, il y a une de recherche collaborative. On a un consortium de recherche dans la région qui regroupe l'université, les 4 commissions scolaires, tous les cégeps, les collèges de la région. À chaque année, il y a un processus. Les enseignants émettent des questions, ça remonte jusqu'aux chercheurs. Puis les chercheurs, on essaie de regrouper les questions, puis on monte des projets avec les enseignants qui ont formulé les questions. Sans surprise, donc, l'approche par rapport à la recherche, l'approche qu'on a vis-à-vis de cette école-là, c'est collaboratif. On travaille avec eux, on les accompagne, ils formulent les questions, ils participent à toutes les étapes de la recherche, puis ils ont leur mot à dire à tout moment. Donc, si je prends le projet pour des exemples. Par exemple, première chose qu'on veut remplacer par la tablette, un agenda. Ça s'est passé très, très facilement. 2-3 heures de formation sur l'utilisation de la tablette. Il y a un conseiller pédagogique qui a créé un modèle, puis que les étudiants, à chaque année, ils ont accès à un modèle. Ils ont juste à importer l'agenda, puis il y a déjà tous les jours d'indiquer c'est jour 1, jour 2, jour 3, parce que leur horaire fonctionne sur 9 jours. Les journées de congé sont déjà indiquées. Donc, les étudiants, ils ont déjà ça comme point de départ. Avec 2 ou 3 heures de formation, tous les étudiants étaient capables, sur le plan technique, d'ajouter des événements, d'ajouter des rappels, d'ajouter des tâches, parce qu'ils ont choisi Google, l'agenda Google, donc ils peuvent ajouter des tâches. Ils étaient capables de partager leur agenda, par exemple, avec leurs parents, pour que les parents sachent qu'est-ce qui allait se passer. Donc, c'est l'histoire de 2 à 3 semaines, puis tous les jeunes en secondaire 1, maintenant, qui rentrent 2 semaines, le temps de 2 ou 3 formations d'1 heure, puis ils sont capables de gérer leur agenda. En tout cas, sur le plan technique. La réalité, c'est qu'à chaque année, depuis 2012, ça cause toutes sortes de problèmes. Mais c'est jamais des problèmes techniques, ou très rarement. Dans 1 ou 2 cas, on ne sait pas pourquoi, sur une tablette, l'agenda ne veut pas se synchroniser, ou il fonctionne sur sa tablette, mais pas sur son téléphone, sur son téléphone, ou quelque chose comme ça. Il va en avoir quelques-uns. Mais grosso modo, c'est jamais ça le problème. Le problème, c'est ça. Les jeunes, ils ont un examen, ils mettent la date de l'examen, c'est fini. L'habileté à utiliser ton agenda pour structurer ton travail, te mettre un rappel, penser à te mettre un rappel avant. Cette semaine-là, je revise telle partie de matière. Cette semaine-là, je revise. Ça fait toujours défaut. Se planifier, donc, choisir, pas arriver à la dernière minute pour un travail. Donc, se prévoir. Ils vont mettre la date, travail à remettre cette date-là, mais il n'y a rien, ils ne réservent rien dans leur agenda, aucun moment de travail, aucun espace pour faire le travail. Puis là, il arrive le jeudi soir, il y a un travail à remettre demain matin. Ah, c'est vrai, j'ai un travail à remettre demain. Les compétences qui sont critiques dans l'utilisation de l'agenda numérique, c'est pas celle-là, c'est toujours celle-là, qui font que l'agenda numérique, en vérité, il n'est pas super utile. Pour faire le travaux scolaire, apprendre à utiliser un texteur, un logiciel faire du montage vidéo, un logiciel faire des présentations, peu importe, n'importe quel logiciel de production, c'est jamais un problème. Les jeunes, ils l'apprennent la recette est facile. On lui montre des tutoriels, on lui fait faire des exercices, on lui fait faire un premier travail et ils comprennent très, très vite. En fait, le plus souvent, ils sont capables, il y a la moitié des étudiants qui sont capables de nous le montrer ou capables de le montrer à l'autre moitié. Donc, sur le plan technique, peut-être les fonctions avancées. Par exemple, Word, il faut leur montrer comment faire une table des matières. Ou il faut leur montrer comment ils peuvent modifier la feuille de style. Mais un coup qu'on leur a montré, si on leur donne un exercice, ils sont rapidement capables de le faire par eux-mêmes. Ça, c'est la partie facile de l'intégration d'éthique. Si on regarde leurs travaux scolaires avec la tablette, c'est beaucoup plus dur. Les problèmes que les profs rencontrent, là, c'est structurer sa pensée, organiser sa pensée. Ça va être les problèmes de collaboration, les problèmes de communication, être capable
Être créatif. Ils ont un outil entre les mains qui, par définition, est supposé de soutenir la créativité, permet de créer des choses complètement éclatées. Bien, les étudiants, ils remettent des travaux écrits avec un titre, un bout de texte, une page titre en avant, c'est tout. Mais ils ont une tablette entre les mains. Ils pourraient faire des vidéos. Ça leur prend, je dirais là, qu'en secondaire 4 et 5, là, ils commencent à être plus créatifs avec leur tablette. Et on commence à avoir des gros projets. Sinon, si ça arrive avant, c'est parce que le prof, il l'a obligé. Mais quand on entend parler, quand on rencontrait les enseignants, quand on passait les jeunes en entrevue puis qu'on leur demandait qu'est-ce qu'ils font avec leur tablette, on le fait à chaque année. On les rencontre plusieurs fois par année. Quand on rencontre les enseignants, ils ne nous parlent pas de ça. Ça, c'est pas problématique. Ils nous demandent des trucs pour ça, pour ce genre de compétences-là. Ça, c'est le genre de problème qui, après 4-5 ans, demeure. C'est le genre de compétence qui est problématique. Gérer ses travaux. Là, on avait un cartable avant, puis on faisait une section français, une section mathématiques, une section histoire. Apprendre à faire la même chose avec leur tablette, ça va super bien. Ils créent des dossiers, des sous-dossiers. Ils sont capables de les synchroniser avec leur téléphone puis leur ordinateur à la maison, déplacer des dossiers, déplacer des fichiers. Tout ça, ça va bien. Par contre, être capable d'anticiper, de planifier, être capable d'être critique par rapport à l'importance de certains documents. Par exemple, est-ce qu'ils sont importants ou pas? Être capable de s'organiser efficacement. Ils sont capables de se créer des dossiers, mais à la base, ils le font, puis après ça, ils mettent tous les documents dans le même dossier, même s'il y a plein de dossiers. Puis là, c'est inévitable. Ils perdent des travaux. Puis là, tu te renseignes pourquoi. Bien, finalement, le travail il était mal classé. Il ne pensait pas que c'était important, puis il ne sait plus où il l'a enregistré, il n'a pas fait attention. Donc, ce n'est pas l'aspect technique, le problème, c'est souvent autre chose. Transmettre ses travaux à son enseignant ou à ses pairs. Ils sont capables d'envoyer des courriels. Ils sont capables de partager un document. Souvent, il y a juste un bouton, tu partages, tu mets une adresse de courriel. Ils sont capables de le rendre accessible en ligne avec un hyperlien qu'ils vont vous envoyer par courriel. Mais ils vont vous envoyer un courriel, pas de titre, pas de salutation, pas de signature, pas d'explication. C'est pas de ça que les profs se plaignent. C'est du manque de respect ou des difficultés en communication. C'est du manque de respect de l'étiquette ou de la netiquette sur le web. C'est du fait que les étudiants partagent n'importe quoi en ligne, même si ce n'est pas à eux. Ils sont capables de faire ça, ouais, ils vont partager les documents du prof ou bien ils vont les rendre publics, puis ils ne demandent pas la permission. Les problèmes qu'on rencontre par rapport au partage ou à la transmission des travaux, ce n'est pas des problèmes techniques, c'est plus des problèmes éthiques ou des problèmes de communication. Au cours des... c'est pas moi qui ai fait ça cette fois-là, je suis content. D'habitude, c'est moi qui façonne. Depuis 2 ans, le laboratoire, on travaille sur des trousses d'apprentissage à programmation. C'est une subvention du gouvernement du Québec. C'est du développement pédagogique, c'est pas spécifiquement de la recherche. Le but, c'est de créer des outils pour le réseau Technosciences. C'est un réseau de vulgarisation scientifique. Technosciences fait des camps d'été, ils font des camps durant les semaines de vacances, ils font dans les écoles, ils font de l'animation scientifique de toutes sortes. Puis il y a 2 ans, Technosciences a décidé qu'il voulait ajouter la programmation à son offre. Puis c'est notre équipe qui s'est occupée de développer le matériel en collaboration avec un laboratoire d'informatique de l'Université du Québec. En gros, jusqu'à présent, on leur a livré 4 trousses. Depuis début de novembre, il y a aussi tout le matériel. On leur a livré 4 trousses. Donc, une trousse de formation pour leurs animateurs, puis pour les enseignants. Par trousse, là, j'entends tout le matériel, incluant le guide de l'animateur, incluant les fichiers pour les tableaux numériques, les présentations PowerPoint, la liste de matériel reproductible avec les fichiers PDF à imprimer ou tout est inclus. Là. On leur donne une boîte, puis ils partent avec ça, puis ils sont prêts à former des enseignants techniquement. Le scénario pédagogique a été créé toujours en collaboration par un étudiant en informatique, un étudiant gradué, puis un chercheur en informatique, puis un étudiant gradué en éducation et un chercheur en éducation, pour s'assurer que autant le côté pédagogique que le côté informatique était correct. Donc, 4 trousses qu'on a livrées jusqu'à présent, la formation des enseignants,
programmation sans écran pour le préscolaire et le primaire, le début du primaire. Programmation avec écran par bloc pour la fin du primaire. Programmation Python pour le secondaire. Actuellement, en plus, on devrait livrer dans les prochaines semaines une trousse pour l'animation, la création puis l'animation de clubs de codage, qui serait la suite pour les écoles du primaire, la suite des trousses. Les trousses 1, 2, 3 et 4 sont utilisées depuis ont déjà été utilisées 2 étés. Donc, par exemple, l'été passé, dans 9 régions du Québec, il y a eu entre 6 et 7 semaines de camp avec les trousses, plus cette année, l'année dernière, puis de cette année, depuis le début de l'année, c'est utilisé aussi pour faire de l'animation dans les écoles. Donc, on a livré 4 trousses. Notre travail, c'était de les créer, de les mettre à l'essai. Chaque trousse, nous, on l'a mis à l'essai au complet, en entier, dans une salle de classe ou dans un groupe de jeunes, en fonction de l'âge ciblé par la trousse, 2 fois. Chaque mise à l'essai a été filmée, analysée. La plupart du temps, il y avait un enseignant ou l'animateur du groupe était présent pour nous donner des rétroactions, nous donner du feedback. Puis nous, un coup qu'on a eu tout fini, on a formaté ça, on a acheté tous les robots que ça prenait, toutes les tablettes que ça prenait, tout le matériel que ça prenait, puis on a transféré ça à Technosciences, qui les utilise. En général, dès qu'on leur donne, là, ils se lancent, puis ça fonctionne bien. Durant ce processus-là, pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, là, la mise à l'essai, là, mai et juin dernier, j'ai passé 130 heures en mise à l'essai des trousses. Ça représente 130 heures de mon horaire en mai et juin. Est-ce qu'on est capable de leur apprendre c'est quoi le code, c'est quoi un algorithme, c'est quoi une boucle, c'est quoi un programme, comment on fait pour manipuler, pour faire avancer puis tourner un Ozobot, un robot Ozobot ou un robot Dash ou nommez-les, on en utilise plusieurs. On utilise Cubeto, on utilise les kits WeDo de Lego et puis, bon, nommez-les, on utilise plusieurs robots. La réponse, oui, c'est facile. C'est pas là que ça achoppe. Le problème, il n'est jamais là. Le problème, c'est à la seconde que ça devient, à la seconde là, quand le niveau de difficulté entre 2 activités a monté une petite coche trop haut, là. Puis, c'est même pas une petite coche trop haut. À la seconde que la réponse, elle n'est pas évidente, monsieur, je trouve pas la réponse. Fin. Puis là, tu essaies de les. T'as-tu été voir dans l'aide? T'as-tu été chercher l'information que tu avais besoin? Ben non. Pourquoi? Puis là, on essaie de les pister. Grosso modo, le problème qu'on rencontre, puis ce qui a fait qu'on est en train de faire une 3e itération des trousses, dans laquelle on a fait on a adapté, on donne un feedback adaptatif en fonction de qu'est-ce qu'il y a à l'écran ou qu'est-ce que le jeune a fait. On a prévu toutes sortes de feedbacks que les animateurs peuvent donner ou que le logiciel va donner pour inciter le jeune à utiliser des stratégies de résolution de problèmes. Mais par défaut, le plus dur pour nous, c'est pas de lui faire acquérir ça ou de lui faire comprendre c'est quoi un algorithme ou même une fonction. Début du secondaire, fin du primaire, début du secondaire, sont capables de comprendre ça. Notre problème, c'est de l'amener à développer puis utiliser des compétences en résolution de problèmes. Utiliser des stratégies qui lui permettent de résoudre des problèmes. Ça, c'est plus dur que ça. Au fil des dernières années, j'ai mené plusieurs projets, en fait 3 importants, sur la recherche d'informations en ligne. Le premier à l'UQAC auprès de futurs enseignants, le second en collaboration avec plusieurs universités québécoises auprès de futurs enseignants aussi. Le second s'intéressait plus largement au créacolage numérique. Le créacolage numérique, c'est... est-ce que tout le monde sait c'est quoi du scrapbooking? Du scrapbooking, c'est exactement... C'est le mot joli en français, ça serait créacolage. Nos étudiants, c'est ce qu'ils font. Ils font du scrapbooking, beaucoup à l'université. Ils copient à gauche et à droite, ils collent ça, ils mettent 2-3 mots pour faire beau entre les deux, faire des jonctions. Ils font du créacolage numérique. Donc, on étudie ce processus-là. Moi, je m'intéresse à la partie recherche d'informations.
C'est pas moi l'auteur de l'expression créacolage numérique, c'est Martin Peters, qui est la première que moi j'ai entendu utiliser, mais je pense qu'il y avait déjà des auteurs en anglais qui l'utilisaient. Puis le deuxième projet, bien là, c'est plus large, c'est tous les étudiants universitaires. On a testé toutes sortes de situations d'apprentissage, on a étudié comment, on a regardé comment les étudiants leur stratégie, puis qu'est-ce qu'ils faisaient pour apprendre, pour chercher de l'information. On leur a monté des scénarios pour voir si on était capable de leur montrer à aller plus loin. En collaboration avec les bibliothèques, en plus, dans nos équipes sur ces projets-là, les bibliothécaires embarquent avec nous autres tout le temps, donc c'est vraiment facile. On est capable de... Ils apprennent tout ça, puis ils le savent. Moi, je les ai en deuxième année, là, puis je vérifie. En deuxième année du bac, je vérifie, puis ils savent tout ça. Ils sont capables, ils connaissent les critères pour reconnaître une bonne page web. Ils sont capables de m'en nommer. Il y en a qui m'en nomment 10, 11, sans problème. Ils sont capables d'utiliser les fonctions de base puis les fonctions avancées de Google. Ils sont capables d'utiliser Google Scholar. Ils sont capables de faire des recherches d'images. Ils sont capables de faire des recherches d'informations là, quand on dit l'actualité. Ils sont capables d'utiliser les fonctions de l'outil de base de la bibliothèque chez nous, puis les fonctions avancées aussi qui permettent d'aller chercher des périodiques ou d'aller chercher dans des bases de données des articles, puis après ça, via le périodique, aller chercher l'article. Ils sont capables d'utiliser EndNotes. Nous, à l'UQAC, c'est beaucoup EndNotes qui est mis à l'avant-plan pour gérer tes références. Ils sont capables, tout ça, ils l'apprennent. Ils passent des tests, ils font des travaux, ils réussissent à faire tout ça. Puis, quand on leur redemande 1 an, 2 ans après, ils sont encore capables. Le plus gros problème qu'on rencontre, c'est le manque d'esprit critique. Ils ne sont pas capables de décider à la base, c'est laquelle la bonne information. C'est-tu digne de... C'est-tu digne d'un travail universitaire, ce que j'ai devant moi, là? Ça, là, c'est toujours... C'est là que ça achoppe. On a fait des... par exemple, on les a mis... On leur a donné une tâche, puis après, une tâche de recherche puis d'écriture, puis après, on leur a demandé d'expliquer comment ça s'était... de verbaliser comment ça s'était passé, puis on leur a posé des questions sur les références qu'ils ont choisies, pourquoi et comment. S'ils connaissent ces critères-là, s'ils savent comment faire une recherche avancée, ils ne le font pas. Ils ne sont pas capables de le mettre en pratique. Ils ne sont pas capables de distinguer ça c'est un fait, ça c'est une opinion. Ils ne sont pas capables de se rendre compte que deux cadres, deux opinions, deux positions théoriques sont complètement opposées quand ils lisent. Ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas capables d'identifier les présupposés. Bref, tout ce qui touche à l'esprit critique est souvent problématique. Oui? Juste en passant, parce que ce que vous dites là, c'est inquiétant, mais vous parlez de quel public en général? Bien, moi, j'ai travaillé avec des étudiants universitaires, des futurs enseignants. Par exemple, ils étaient capables ils me nommaient jusqu'à 10. Les futurs enseignants étaient capables de me nommer. C'est inquiétant, oui, c'est inquiétant. Ils étaient capables de me nommer jusqu'à 10 critères pour juger de la qualité d'une page web. Dans les faits, dans la pratique, ils en utilisaient en moyenne 1,4 à peu près. Puis il n'y a pas seulement ma recherche qui conclut ça. J'ai trouvé d'autres recherches. Les chercheurs arrivaient à des chiffres semblables aux miens. Sur 300 étudiants, la moyenne, c'était 1,4 critères utilisés pour les pages web qu'ils avaient trouvées. Puis le critère le plus important, la correspondance entre le thème de la page web puis le sujet de ma recherche. C'est le premier critère, c'est celui qui applique le plus souvent. Puis, pour arriver à une moyenne entre 1 et 2, ça veut dire que souvent, c'est le seul critère qu'ils appliquent. Puis, on est encore en projet, on est en financement, puis on est en cours de projet pour le créacolage, puis on travaille sur Puis, c'est pas juste en éducation. Les étudiants, ils arrivent du secondaire, on leur en a parlé. Au collégial, on leur en a parlé. Au cégep, à l'université, on en parle encore. Puis dans les faits, les références qu'ils utilisent souvent pour nos travaux, il y a un problème. Les références sont pas assez fortes. Ils ne conviennent pas. Pour moi, ces informations-là amènent une question importante. C'est une question, on était en colloque la semaine dernière à Optique, ici, puis c'est une question que j'ai entendue. Ça a animé une partie d'un repas que j'ai pris.
je pense qu'on peut répondre à cette question-là à partir de, ou en tout cas partiellement à partir de ce que je viens de dire. La question, c'est, est-ce qu'on devrait apprendre l'éthique ou apprendre avec l'éthique? Est-ce qu'on doit faire des technologies une discipline ou l'intégrer aux disciplines existantes? Au Québec, actuellement, nous, on a fait d'éthique une compétence transversale. Ça ne marche pas. Okay? C'est la responsabilité de tout le monde, donc devinez qui s'en occupe? À peu près personne. Dans le passé, on avait un cours en technologie. Quand moi j'étais au secondaire, il y avait des cours de techno. Il y avait un cours d'informatique. Ça ne marchait pas beaucoup mieux. On apprenait à taper, on apprenait à utiliser Word, mais on ne l'utilisait jamais. Fait que quand 3 ans après, quand tu arrivais au cégep, il te demandait d'utiliser... c'est pas. C'est ça qui se passait. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte le fait qu'il y a 2 types de compétences qui sont impliquées dans l'intégration d'éthique, mais ce n'est pas assez. Le défi, c'est de le faire atterrir dans nos pratiques, c'est de faire que ça se retrouve dans nos salles de classe. Donc, j'ai 2 types de compétences, puis il faut que je réussisse à les prendre en compte. La dernière, le deuxième type, le type le plus important, c'est plus gros que l'éthique, mais il faut aussi prendre en compte que c'est plus gros que les disciplines. Ce n'est pas une des compétences disciplinaires. Là. L'esprit critique, ce n'est pas une compétence qu'on peut dire c'est le prof de maths qui va s'en occuper ou la résolution de problèmes, c'est le prof de maths qui va s'en occuper. Ça intéresse aussi le prof en histoire, le prof en sciences, ça intéresse tout le monde. Les stratégies de travail pour un travail efficace, la planification, penser, mais organiser sa pensée, là, c'est pas juste le prof de français qu'il faut qu'il l'enseigne par rapport à un texte, puis avec des arguments, un texte argumentatif. En sciences, c'est important aussi, en mathématiques, c'est important aussi. Donc, c'est des compétences générales ou fondamentales qui sont pas vraiment nouvelles, puis qui sont plus grandes que les disciplines. Moi, j'en suis venu à penser, avec les travaux, puis j'en suis venu à penser puis à défendre une position où, d'abord, je pense pas que je suis complètement contre l'idée de faire d'éthique une discipline. Puis je vais à ce niveau-là, je vais à l'encontre de ce que le ministère chez nous privilégie, puis ce que plusieurs chercheurs chez nous privilégient. Moi, je pense que, considérant que les compétences critiques, ou en tout cas ce que moi je considère comme les compétences critiques ou les compétences clés de l'intégration d'éthique, ne sont pas techniques. Dès lors, même si on fait d'éthique une discipline, même si on fait de la technologie une discipline à l'école, ça ne fonctionnera pas. Par contre, il faut les rendre obligatoires. On n'a pas le choix. Parce que si ce n'est pas obligatoire, ça va faire comme chez nous. Chez nous, c'était une compétence transversale, mais on a une ministre de l'Éducation qui a décidé que ce n'était pas obligatoire et ça n'avait pas à être évalué. Résultat, il y a plein d'enseignants qui ont dit « pas dans ma cour ». Ils ne s'en occupent pas. Donc, ma troisième chose que je propose, c'est que plus encore qu'être obligatoire, il faut s'assurer que tous les enseignants ont l'obligation de l'évaluer. Si nos enseignants, dès le départ, c'est plate à dire, mais puis là, je parle pour chez nous, je ne connais pas la situation ici, mais chez nous, les enseignants, là, ils ont leur agenda puis leur charge de travail, elle est importante. Les contenus qu'ils ont à passer, les compétences qu'ils ont à avoir avec les niveaux d'habileté à atteindre, c'est important. Puis si on ne les oblige pas à intégrer l'éthique, il y en a beaucoup que c'est la première chose, à la seconde qu'ils vont se sentir serrés dans le temps, à la seconde qu'ils vont commencer à manquer de temps, c'est la première chose qu'ils vont évacuer. C'est la première chose qui va disparaître de leur planification. Donc mais c'est partout dans notre vie, c'est super important, dans tous les métiers, de plus en plus je ne connais pas de métier où il n'y a pas un aspect technologique au moins. Il faut qu'on en parle à l'école. Puis si c'est pas parce qu'ils vont travailler, ils vont en avoir besoin dans leur travail, c'est juste pour qu'il y ait les outils pour préserver leur identité numérique, par exemple, puis qu'ils soient capables de gérer leur image puis leurs informations personnelles comme il faut. Donc moi, je pense que la troisième chose, il faut que ça soit obligatoire. Puis ça va nous prendre un socle commun, ça va nous prendre un ensemble de compétences transversales
appelez-les les compétences du 21e siècle, appelez-les les compétences nécessaires pour apprendre tout au long de la vie. Il en existe plein, mais il va falloir qu'on s'en donne un commun à tous les enseignants, puis qu'on dise, ça, c'est les compétences fondamentales avec lesquelles on doit tous travailler. Puis il va falloir que ça soit énoncé. Actuellement, dans notre programme, toutes les compétences qui étaient encadrées, là, c'est des compétences transversales dans notre programme, nous au Québec. Et, parce qu'elles sont transversales, il n'y a personne qui se sent vraiment responsable d'eux. Résultat, il n'y a personne qui prend vraiment en main. Alors qu'en réalité, c'est le genre de choses, développer l'esprit critique ou l'organisation, ou les stratégies de travail ou les compétences en communication, ça ne devrait pas être la responsabilité de 1 ou 2 enseignants dans l'école. Ça devrait être la responsabilité de l'école. Donc, je pense que c'est important qu'on se donne un socle commun, mais qu'on l'identifie. C'est nécessaire. 5e point, pour moi, là, chaque fois qu'on intègre les technologies, ce qui devrait être obligatoire dans toutes les classes, il devrait y avoir au moins 2 étapes. Dans un bon scénario pédagogique d'intégration des TIC, ça prend au moins 2 choses. Il faut d'abord former aux TIC. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas espérer que, j'ai décidé que dans ma situation d'apprentissage, les futurs enseignants allaient utiliser un logiciel de mind mapping. Je ne peux pas espérer que ça va leur tomber du ciel, les connaissances techniques pour l'utiliser. Il faut que je prévoie dans ma situation d'apprentissage le temps nécessaire, les exercices nécessaires, les présentations, le matériel, le tutoriel, faites-le comme vous voulez. Mais il faut prévoir un certain soutien à l'apprentissage pour qu'il puisse développer les compétences techniques de base. Quand je vais en stage superviser des étudiants, là, puis que ça ne marche pas, le scénario pédagogique, là, la plupart du temps, là, sont passés par-dessus ça. Ça leur aurait pris 15 minutes formés au logiciel qu'ils veulent utiliser. Que ce soit un photorécit, c'est un petit logiciel qui permet de mettre des photos puis d'ajouter la voix par-dessus. On l'utilise au primaire pour qu'ils puissent créer des histoires, au début du primaire, entre autres. Mais si tu ne lui montres pas comment utiliser photorécit, il y a la moitié des équipes qui ne réussissent pas. Puis là, les futurs enseignants, comment se fait donc? Bien, ça prend ça. Puis il n'y a pas de niveau auquel, même à l'université, si vous ne faites pas ça, il y a toutes les chances du monde qu'il y ait 2, 3, 4 équipes dans votre classe. Ils vont vous remettre un travail mal fait, mais à la base, parce qu'ils ont peiné sur les compétences techniques. Et puis, évidemment, la deuxième, une fois qu'ils ont développé les compétences, il faut s'assurer qu'ils les utilisent en contexte, qu'ils l'utilisent dans votre classe de mathématiques, de français, dans peu importe ce que vous enseignez. 6. L'utilisation en contexte devrait toujours être clairement associée, selon moi, à 3 types de compétences. Moi, dorénavant, en stage, je force les futurs enseignants avec qui je travaille à m'identifier 3 compétences par rapport à l'intégration des TIC. La première, évidemment, c'est des compétences techniques. Je veux que les enseignants devraient être conscients. J'ai besoin de ça dans mon travail, de ces compétences-là. C'est ça mes exigences. Je vais les former à ça en fonction de mes exigences. Des fois, on n'est pas toujours cohérent. Moi, le premier, ça m'est arrivé souvent de faire des erreurs. Voyons comment ça se fait qu'il n'y a pas... Ah, j'ai oublié, je ne suis pas revenu. Fait que c'est très possible. Par exemple, une table des matières. Dans mon plan de cours, c'est obligatoire. C'est immanquable. Si je l'oublie de le présenter comme on fait une table des matières automatique dans Word, le premier travail que je demande, il y a tout le temps 1 ou 2 équipes qui ne l'ont pas. Puis là, quand je vérifie, là, parce que j'y pense après, je vérifie, on ne savait pas trop comment faire. Oui, ils me l'ont fait, mais ils me l'ont fait avec des espaces puis des tables. Puis là, comme moi, j'utilise un ordinateur, puis c'est pas beau, vous riez, mais moi, j'utilise un ordinateur Linux avec LibreOffice dessus. Fait que les documents en Word, en partant, s'ils ne sont pas bien faits, là, ils deviennent tout croche. Fait que leur table des matières, ça part dans tous les sens. OK? Mais moi, le premier, si je fais l'erreur, le reste... Fait que clairement, maintenant, quand je fais mes scénarios, point de vue technique, c'est ça qu'ils doivent apprendre. C'est ça qu'ils doivent savoir. Puis je vais m'assurer, dans mon scénario, qu'ils le font, qu'ils l'apprennent. La deuxième, les compétences disciplinaires. Les technologies, c'est un média, c'est un outil pour moi, puis c'est clair qu'on ne fait pas un scénario, à part moi qui enseigne les technologies éducatives, il n'y a personne ici qui doit faire des scénarios par rapport aux technologies. Vos scénarios pédagogiques sont probablement par rapport à toute autre chose que les technologies à des sujets où les activités que vous montez, probablement que ça parle de technologie, mais c'est pas ça votre objectif. Puis finalement, il faudrait énoncer
clairement les compétences fondamentales qu'on veut que les jeunes ou que les moins jeunes développent. Puis il faudrait aussi les soutenir. Je me rends compte que j'ai oublié de le mettre plus haut, mais si on dit ça, on veut développer ces compétences-là, bien, il faut prévoir du soutien. Il faut prévoir dans notre méthode pédagogique un moment où on va faire un rappel, où on va donner des consignes par rapport à ça, on va donner des exemples, on va peut-être faire un ou deux petits exercices pour s'assurer qu'ils les développent, ces compétences-là, parce qu'encore une fois, ça ne tombe pas du ciel. La preuve, c'est que dans à peu près tous les projets que j'ai menés avec mon équipe depuis 2007-2008, c'est toujours ces compétences-là qui reviennent, qui sont problématiques. C'était ma proposition. 50 minutes. Pas pire.